Donc, rebonjour à tous, cette vidéo c'est la suite de la vidéo où on a parlé de modélisation plane, du théorème sur le système soumis à 2 glisseurs et le théorème sur le système soumis à 3 glisseurs. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette fameuse méthode intuitive. Alors déjà on va parler de l'objectif, des méthodes et des petites astuces qu'on va voir. L'idée c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, la méthode systématique qu'on a vu dans le TD2 et dans le TD3, ça nous permet de résoudre un exercice de statique, si on peut le résoudre. Ok, ça marchera à tous les coups. Mais comme vous l'avez vu, notamment je pense sur le TD2, ça peut être un petit peu long et un petit peu même rébarbatif à faire. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver des méthodes pour essayer de gagner du temps et d'écrire simplement les équations nécessaires à trouver ce qu'on cherche. Donc là, si on cherche par exemple qu'une ou deux inconnues de liaison pour par exemple dimensionner une liaison, on pourrait voir ça pour le TD1, on va dire, sur le dimensionnement de l'encastrement entre l'aile et le fuselage de l'avion. Ou si on cherche juste, comme c'était le cas dans le TD, sur le compresseur, ou si on cherche juste une relation entre deux parties du chargement, par exemple le couple moteur à ce niveau-là et la force de pression à ce niveau-là, le but du jeu, là, ça va être d'essayer de déterminer quelles sont les équations du PFS en isolant quelle pièce qu'il va falloir écrire pour minimiser les calculs et écrire simplement les équations dont on a besoin. Encore une fois, si on reprend les exercices précédents, notamment le TD3 de mémoire, on avait fait le raisonnement jusqu'au bout. Voilà, dans le TD3, on avait écrit, on va dire 13 équations, 12 plus une, puisque je vous rappelle que l'équation 13, elle vient pas du PFS, mais elle vient juste de la relation dans l'hélicoïdale. Et en pratique, de ces 13 équations, on avait utilisé au final que 3 équations, et dont que 2 qui viennent du PFS, la 6 et la 9. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à écrire toutes ces équations alors qu'en pratique, il n'y en a besoin que de 2. Et donc l'objectif de toutes les méthodes qu'on va voir, ça va être de déterminer quelles sont les équations dont on a besoin pour calculer juste les équations, enfin pour faire juste les calculs minimum. Alors encore une fois, c'est juste pour gagner du temps, mais pour être tout à fait honnête avec vous, dans un exercice de statique raisonnable en termes de complexité, donc c'est-à-dire avec, on va dire, 4, 5 solides à la louche, entre quelqu'un qui utilise une méthode plutôt intuitive et quelqu'un qui passerait par une méthode un peu bourrine et systématique, à la louche, je pense qu'il y a un gain de temps de l'ordre de l'heure à peu près, et de 3-4 pages faciles. Donc, je pense que vous voyez dans une optique concours pourquoi est-ce que ça va être important de réussir petit à petit à adopter cette méthode intuitive. Alors les deux points qui sont ici, on va en parler au fur et à mesure dans des exemples. Donc, mais en tout cas, déjà l'objectif, c'est d'écrire juste les équations dont on a besoin. Alors, bon là c'était sur la partie sur la méthode systématique, ok. Voilà, méthode intuitive. On va déjà, première question à se poser, c'est notre mécanisme, est-ce que c'est une chaîne ouverte ou pas? Si notre mécanisme est une chaîne ouverte, donc je vous rappelle, c'est-à-dire que on va avoir que des liaisons qui vont être en série les unes à la suite des autres. Donc là, je prends une couleur que je n'ai pas utilisée, j'ai une liaison entre 0 et 1, puis une liaison entre 1 et 2. C'est une chaîne ouverte. Ok. Donc si on a un système qui est une chaîne ouverte, c'est globalement très facile, puisqu'on peut trouver n'importe quel inconnu de liaison ou n'importe quel chargement en une seule équation. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Alors, je vous ai fait à côté, rapidement, le schéma cinématique du système. Donc, on a nos 3 classes d'équivalence, peut-être j'aurais pu les écrire, on a 0, le bâti, on va avoir la pièce 1 en vert, excusez-moi, c'est la pièce 2 en vert, et la pièce 1 en bleu clair. Ok. Et donc en termes de chargement, donc là je vous ai représenté, on a le couple moteur entre la pièce 0 et la pièce 1, qui est porté par Z0. On a un effort du vérin qu'on appelle FV qui est porté donc entre le solide 1 et le solide 2 et qui est porté par Y2. Et on a donc le poids, alors j'ai supposé que le poids s'appliquait au niveau d'un point qu'on va supposer être le centre de gravité de la pièce 2. Ok, donc là j'ai fait un petit schéma cinématique de principe.
Alors, là que l'on cherche des inconnus de liaison, alors ce que j'appelle inconnus de liaison, ça va être typiquement tout ce qui est caché dans un torseur d'action mécanique. Donc par exemple, on peut écrire, pour se fixer les idées, on peut écrire le torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Voilà, on peut... Donc c'est une glissière de direction Y2, donc si j'écris dans la base 2, en un point quelconque, donc je vous propose le point O, qui est ici, ça va nous faire donc du x12, 0, z12, L12, M12, N12, ça c'est au niveau du point O dans la base petit 2. Ok. Là par exemple, petit exemple, imaginez que je cherche à déterminer, ma question c'est déterminer Z12. Ok, pourquoi pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer Z12 ? Alors, là il y a un premier point de raisonnement à avoir. Là, toute cette méthode intuitive va être extrêmement basée sur le graphe de structure. Donc c'est important d'avoir fait un bon graphe de structure. Alors pour l'instant, je vous propose de faire abstraction des ellipses et des cercles qui sont dessinés en pointillés. Là, c'est des isolements potentiels. La première question à se poser, quand on veut appliquer la méthode intuitive, c'est de repérer où est l'inconnu que l'on cherche. Donc Z12, c'est une inconnue de liaison dans le torseur d'action mécanique entre 1 et 2, au niveau de la glissière. Donc je sais que Z12, ça va correspondre à une inconnue que je vais représenter par un petit rond ici, par exemple. Je vais mettre un triangle plutôt, je vais essayer de garder les notations. Par un petit triangle ici. Donc l'inconnue que je cherche, elle apparaît dans mon graphe de structure à ce niveau-là, puisqu'elle correspond au torseur d'action mécanique qui correspond bien à la glissière. Ok. Donc là maintenant, il y a une première règle qui va vous sembler, je pense, assez évidente, mais vaut mieux la dire quand même. Si je veux, dans un isolement, dans des équations du principe fondamental de la dynamique, si je veux faire apparaître une inconnue qui est au niveau de ma glissière, là, qui est représentée par mon petit triangle. En termes d'isolement, il faut forcément que je coupe ce trait-là, puisque je vous rappelle que, on va dire, je vais même couper au niveau du triangle pour fixer les idées, je vous rappelle que nécessairement, quand on va appliquer le principe fondamental de la statique, on va s'intéresser aux actions mécaniques de l'extérieur sur le système. Donc si je veux faire apparaître l'action mécanique de 1 sur 2 ou l'action mécanique de 2 sur 1, au signe près j'arriverai à trouver Z12, il va forcément falloir que mon isolement passe entre la pièce 1 et la pièce 2. Je n'ai pas le choix. Alors maintenant, dans ce cas-là, combien j'ai d'isolement possible ? Je peux, par exemple, isoler 2. Ça, c'est un isolement possible. Mais je pourrais aussi, avec la même frontière, isoler 1. C'est un autre isolement possible. Le seul que... Par contre, j'ai pas le droit d'isoler 1 plus 0. Encore une fois, attention, 0, c'est le bâti. J'ai bien le petit symbole qui me dit que c'est le bâti. Donc là, maintenant, j'ai à réfléchir, est-ce que j'isole 1 ou est-ce que j'isole 2 ? Quand on a une chaîne ouverte, il y a une règle qui marchera à tous les coups. On va isoler toute la fin de la chaîne. Donc là, si je m'intéresse à une action mécanique entre 1 et 2, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler tout ce qui est en aval, si vous voulez, de ma liaison. Donc là, je vais isoler typiquement 2. Ok, donc on isole 2. Une fois qu'on a isolé 2, il ne reste plus qu'à réfléchir. Alors, je vais l'écrire. On isole 2. Ok. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réfléchir quelle est l'équation du principe fondamental de la statique qui va me faire apparaître Z12. Alors, des actions mécaniques qui vont me faire apparaître Z12, il y en a plusieurs. Alors, il y en a une qui est évidente, c'est le théorème. Si on applique le théorème de la résultante statique projetée sur Z2, effectivement, on aura une expression qui va me faire apparaître du Z12. Ok. Autre petite remarque, on aurait pu aussi potentiellement faire du théorème du moment statique en je ne sais pas quel point, projeté au choix sur x2 ou sur y2. Je vous laisse vous en convaincre, c'était aussi une possibilité. Au passage, il faut juste quand même que je choisisse le point, pas complètement n'importe comment. Et là, j'aurais pu aussi trouver une relation qui me fasse apparaître du Z12. Alors là, je pense que assez intuitivement, vous sentez qu'il y a une solution qui est quand même plus facile que l'autre. C'est le théorème de la résultante statique projetée sur Z2. Alors là, on peut se poser la question, si j'applique mon théorème de la résultante statique porté par Z2,
Qu'est-ce que ça va me faire apparaître? Alors, hop, du coup, j'efface la possibilité de TMS, parce que c'est pas ça a priori qu'on va faire. Donc encore une fois, quand on raisonne sur un isolement, hop, donc là je vais repasser en violet, il faut quand même faire l'inventaire des actions mécaniques. Donc là, dans mon inventaire des actions mécaniques, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la pesanteur. Ok, pas de souci, c'est un chargement. J'ai le droit d'exprimer mon action mécanique Z12 en fonction de mon chargement. Je vais avoir mon vérin. Ok, là encore, l'effort dans mon vérin, c'est un chargement. Et donc l'action mécanique de ma glissière. Ça tombe bien, c'est ça que je cherche. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que si j'écris le théorème de la résultante statique suivant Z12, le théorème de la résultante statique appliqué à mon solide 2 porté par Z2, j'aurai naturellement Z12 potentiellement fonction donc de mon effort FV et de mon poids. Donc ça marche. Donc a priori, il n'y aura pas de souci. Petite remarque, je vous laisse vous convaincre que si vous faites le calcul, vous allez même trouver que Z12 est égal à 0, dans le cas que j'ai dessiné ici. Du coup, c'est bien une fonction de FV et de P. Et que de FV et de P. C'est juste une fonction nulle. Voilà, donc déjà, premier truc à retenir, quand vous cherchez une action mécanique dans une chaîne ouverte, il suffit d'isoler tout ce qu'il y a en aval de cette action mécanique. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose d'assez générique. Ça marche non seulement pour une action mécanique de liaison, à ce qu'on vient de faire ici, mais si maintenant je m'intéresse plus... Alors, je vais essayer de faire un peu le ménage dans mon graphe de structure. Alors, si maintenant je m'intéresse plus à mon action mécanique de liaison entre le solide 1 et le solide 2, mais à l'effort du vérin, par exemple, j'aimerais bien connaître l'effort du vérin en fonction de la pesanteur, en fait, je vais faire exactement le même raisonnement. Ce qui m'intéresse, donc je le représente toujours par un triangle, c'est l'effort dans mon vérin. Donc nécessairement, il va falloir que j'isole en coupant entre 1 et 2. Et pour les mêmes raisons, on va en fait isoler 2. Parce que si j'isole 2, je vais pouvoir exprimer donc l'effort dans mon vérin que fonction de mon action mécanique de pesanteur et l'action mécanique au niveau de ma glissière. Ah, alors là c'est un petit peu plus technique. Pourquoi ? Parce que l'action mécanique de pesanteur, du coup je vais peut-être même la représenter en rouge, celle-là il n'y a pas de souci. Je veux bien la voir dans mon expression, c'est du chargement. Par contre, j'aimerais bien dans la mesure du possible ne pas faire apparaître d'inconnu de liaison là, de mon torseur, à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire apparaître d'inconnu de liaison dans les torseurs? Il y a une technique qui marche à tous les coups. La technique, c'est de repérer dans les torseurs d'action mécanique de liaison où est-ce qu'il y a des zéros. Et là, on voit, ah ben tiens, c'est une glissière. Donc, vu que c'est une glissière, j'ai un 0 en résultante suivant Y2. Donc ça veut dire quoi? Le fait qu'il y ait ce 0, ça veut dire que si j'écris, donc j'isole 2, donc hop, on isole 2, on fait l'inventaire des actions mécaniques extérieures que j'ai fait, on va dire, graphiquement, juste en mettant mes triangles et mes ronds. Et donc si j'écris maintenant mon théorème de la résultante statique projeté sur Y2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, en gros, ma pesanteur scalaire Y2, en résultante, plus 0. Alors ce 0, c'est celui qui correspond au 0 de mon torseur d'action mécanique de 1 sur 2, plus, du coup, l'effort dans mon vérin. Et donc là, c'est bon, j'ai gagné, égal à 0. J'ai bien l'effort dans mon vérin en fonction que du chargement, que du poids. Donc là, ce qu'il faut retenir comme astuce, ça c'est une astuce extrêmement classique, c'est qu'on va utiliser les degrés de liberté de nos liaisons. Quand on ne veut pas faire apparaître d'inconnus statiques associés à un torseur de liaison, on va essayer, dans la mesure du possible, de repérer où est-ce qu'il y a des zéros dans ce torseur et d'utiliser les projections du principe fondamental de la statique qui correspondent à ces zéros. Si vous revenez juste sur le slide d'avant, c'est ce que j'ai voulu dire en marquant... Hop là, un tout petit peu avant. Voilà. On utilise les mobilités des liaisons. Voilà. L'idée, c'est qu'on va essayer d'écrire les équations du principe fondamental de la statique qui vont faire apparaître des zéros dans les torseurs d'action mécanique de liaison que je ne veux pas spécialement faire apparaître.
Encore une fois, le problème c'est que si je fais apparaître une inconnue statique de liaison, parfois j'aurai pas le choix, hein, mais si je la fais apparaître, il me faudra une autre équation pour la faire disparaître. Et là, ce que je viens de vous montrer, c'est que ça soit pour déterminer une action mécanique de liaison, hein, donc là typiquement on l'avait fait tout à l'heure pour Z12, ou que ça soit pour déterminer, donc comme c'est proposé ici, l'effort FV en fonction de la pesanteur, la technique quand on a une chaîne ouverte, c'est toujours la même. On isole tout ce qui est en aval de l'action mécanique qu'on cherche. Et après, on a juste à écrire en fait la projection du principe fondamental de la statique qui fera apparaître ce qu'on cherche. Si on cherche à faire apparaître une inconnue de liaison, bah, il suffit de regarder quelle inconnue de liaison on veut faire apparaître. Par exemple, si je cherchais M12, j'aurais dû écrire le théorème du moment statique au point O projeté sur Y2. Ok, c'était juste un exemple. Et si on cherche à faire apparaître une action mécanique typiquement d'un actionneur, forcément, hein, s'il y a un actionneur, ce qui va se passer, c'est que cet actionneur sera en face, entre guillemets, d'un degré de liberté de liaison. Là, mon vérin, il me permet de translater ma pièce 2 par rapport à ma pièce 1. Donc ça veut bien dire qu'il y a forcément un degré de liberté entre ma pièce 2 et ma pièce 1 qui va correspondre à, on va dire, mon effort va vouloir mettre en mouvement ma pièce 2 par rapport à ma pièce 1, suivant un degré de liberté qui doit nécessairement exister dans la liaison. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que si maintenant, je cherche à déterminer, donc c'est l'exemple du dessous, hein, maintenant je cherche à déterminer CM en fonction de la pesanteur. Alors comment on fait ça? Alors je vais tout effacer. Je ne vais pas effacer mon schéma cinématique, mon beau schéma cinématique. Et on va réfléchir ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer le couple moteur en fonction de la pesanteur? Alors, la première étape, c'est de repérer ce qu'on cherche. Moi, j'aime bien le noter par un petit triangle. Donc là, ce que je cherche, hein, c'est le couple moteur, donc, entre la pièce 0 et la pièce 1. Ok, donc ce couple moteur, vu qu'il apparaît entre la pièce 0 et la pièce 1, ça veut dire que forcément, dans mon isolement, je devrais couper, j'ai pas le choix, entre la pièce 0 et la pièce 1. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme isolement? J'ai pas le droit d'isoler 0. Ça, c'est interdit. Je vous rappelle, 0, c'est le bâti. Donc ça, j'ai pas le droit de le faire. Ok. Ce que je peux faire, c'est potentiellement isoler 1. Mais alors, c'est quoi le problème si j'isole pas tout l'aval? Si j'isole pas tout l'aval, quand je vais faire mon inventaire des actions mécaniques, je vais bien faire apparaître mon couple moteur, ça c'est plutôt sympa. Ma pivot, on va en reparler. Mais je vais faire aussi apparaître les actions mécaniques de ma glissière et de mon vérin. Donc là, je vois que je fais apparaître pas mal d'actions mécaniques, et en particulier à ce niveau-là, une action mécanique qui va correspondre à nos nouvelles inconnues, que j'ai pas spécialement envie de faire apparaître. Donc on va appliquer en fait la même méthode que précédemment, on va isoler tout ce qui est en aval, c'est-à-dire 0, 1 et 2. Et donc maintenant, si je refais mon inventaire des actions mécaniques, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon couple moteur, j'ai l'action mécanique de ma pièce 0 sur ma pièce 1 via ma pivot, et j'ai l'action mécanique de la pesanteur. Là, le gros intérêt, c'est que ma glissière, le torseur qui était écrit en haut à droite, maintenant il m'intéresse plus du tout. Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse plus? Parce que c'est une action mécanique qui est à l'intérieur du système que j'ai isolé. Là, je m'intéresse au système 1 plus 2. Donc là, typiquement, l'idée, c'est que je vais dire j'isole 1 plus 2. Ok. Donc si j'isole 1 plus 2, mon inventaire des actions mécaniques extérieures, ça correspond à mes 3 points en violet. Là, je ne le rédige pas vraiment, on le fait en discutant. Et notamment, juste, je vais écrire quand même le torseur d'action mécanique de 0 sur 1. Alors, c'est quoi le torseur d'action mécanique de 0 sur 1? Il correspond à la pivot donc d'axe OZ0. Donc vous connaissez parfaitement bien vos torseurs d'action mécanique transmissible, et du coup vous savez qu'ils ressemblent normalement à ça: x01, y01, z01, l01, m01, 0. Si je l'exprime... Oula, c'est quoi cette accolade trop moche? Si je l'exprime au point O, dans la base, pourquoi pas, la base B0. Petite remarque, quitte à être malin,
la base B0, c'est plutôt habile, hein, puisqu'on voit que le poids, assez naturellement, on va pouvoir aussi l'exprimer dans la base B0, hein, si on part du principe que là, on a du Y0. C'est vrai ce que je dis, Z, Y... hop, excusez-moi. Là, on a du X0, et là, on a du Y0. Y0. On va quand même faire des bases orthonormées directes, hein. Ok. Alors là, du coup, si on cherche le couple moteur, si j'écris le torseur d'action mécanique, bon, en fait, je vais quand même faire l'inventaire des actions mécaniques proprement, hein, vu que c'est l'une des premières fois qu'on le fait ensemble. Si j'écris le torseur d'action mécanique associé donc au moteur sur ma pièce 1, c'est un torseur couple, c'est-à-dire que je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, C. Donc là, je peux l'exprimer en n'importe quel point, donc en particulier, j'ai le droit de l'exprimer au point O. Juste, je vais le décaler un petit peu pour me faire de la place. J'ai le droit de l'exprimer au point O dans la base B0 aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose que tout à l'heure pour le vérin. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, notre couple C, pour le faire apparaître, là, on n'a pas trop le choix. On va devoir faire forcément un théorème du moment statique. Le point, on pourra y réfléchir à la limite. En haut, ça a l'air d'être pas trop idiot. Hein, porté par Z0. Alors pourquoi en fait même on n'a pas trop le choix du point? L'idée, c'est là encore, on va utiliser un degré de liberté de notre liaison. Moi, j'ai pas envie de faire apparaître d'inconnus de liaison dans le torseur de 0 par rapport à 1. J'ai pas envie de faire apparaître du x01, y01 ou quoi que ce soit. Et là, j'ai repéré qu'il y avait un 0. Chouette, chouette, chouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais mon théorème du moment statique appliqué à 1 plus 2 au point O projeté sur Z0, bah dans mon équation, j'aurai bien du C et j'aurai 0 pour l'action mécanique associée à la pivot. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste, avec Varignon, à déterminer donc le moment du poids au niveau du point O. Petite remarque, hein, ça vous pouvez le faire aussi avec force fois bras de levier en réfléchissant au sens. On fera ça dans les exercices. Hein. Voilà, donc première étape, hein, méthode intuitive dans une chaîne ouverte. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous cherchez quelque chose, moi je vous encourage à mettre un petit signe distinctif sur votre graphe de structure au brouillon. Ça veut dire aussi hein, que je vous conseille fortement de faire des grands graphes de structure. L'idée étant de pouvoir un peu les brouillonner, enfin dessiner dessus, pour pouvoir réfléchir. Donc vous faites un petit triangle, donc par exemple, sur l'action mécanique qui vous intéresse. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à isoler tout ce qui est en aval de cette action mécanique dans votre graphe de structure. Et après, si vous cherchez une action mécanique qui correspond à un actionneur, bah cette action mécanique, elle sera toujours, on va dire, en symétrique avec un degré de liberté de liaison. Hein. Sinon, en fait, votre moteur, il ne peut pas faire bouger votre système. Là, mon couple, il est intéressant parce que j'ai une pivot. Si j'avais pas de pivot, il me servira à rien, mon couple. De même, mon effort dans mon vérin à ce niveau-là, il est intéressant parce que j'ai une glissière. Donc vous aurez toujours en regard, on va dire, de votre action mécanique d'actionneur, vous aurez toujours un degré de liberté. Et du coup, il faudra écrire l'équation du principe fondamental de la statique sur ce degré de liberté. Et ça marche à tous les coups. Et après, si vous cherchez une action mécanique particulière d'une liaison, hein, donc là par exemple, si je m'intéresse dans ce sujet pour une raison X ou Y, voilà, je m'intéresse pour le dimensionnement à, je vais le faire en violet, à Y0, hein. Qu'est-ce que je fais? Du coup, hop, je change un tout petit peu mon problème. Donc ça veut dire que maintenant ce que je cherche, c'est au niveau de ma pivot. Même remarque, je commence par isoler tout ce qui est en aval de ma pivot, du coup. Je vais juste refaire mon tracé. Tout ce qui est en aval de ma pivot. Donc j'intersecte le couple moteur, j'intersecte la pesanteur et j'intersecte la pivot, tant mieux, c'est ce que je cherche. Et là, l'équation qui me semble la plus naturelle pour faire apparaître Y01 en fonction du chargement. Alors je vous rappelle que le chargement, c'est le couple moteur et la pesanteur, donc ça typiquement, j'ai le droit de les avoir dans mes équations. Et c'est directement le théorème de la résultante statique porté par Y0. Donc là, pour déterminer Y01, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'isole 1 plus 2. Et cette fois-ci, j'aurai plus qu'à faire un théorème de la résultante statique porté par Y0.
Voilà, donc j'essaie de vous faire un peu toucher des exemples un petit peu différents, on en fera quelques-uns, vous en faites pas. Mais ça va toujours graviter autour de cette notion pour les chaînes ouvertes. Donc les chaînes ouvertes, c'est assez simple parce qu'il y a une méthode qui marche à tous les coups. Donc une fois que vous l'avez comprise, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Et donc en une équation, en un isolement et une équation, on peut trouver ce qu'on cherche, à tous les coups. Donc c'est quand même hyper efficace. Là où ça va devenir un petit peu plus tordu, c'est quand on a des chaînes qui ne sont plus des chaînes ouvertes. Donc soit des chaînes fermées, soit des chaînes complexes. Bon voilà, bon là c'est ce qu'il fallait écrire. Hein. Je vous l'ai fait en même temps en live. Donc normalement on est bon là-dessus. Ok, alors quand on a des chaînes fermées ou des chaînes complexes, il n'y a pas de méthode à proprement parler qui marche à tous les coups. Mais il y a des faisceaux d'arguments. Alors, premièrement, déjà, si vous pouvez faire de la modélisation plane, n'hésitez pas à faire de la modélisation plane. Pourquoi ? Parce que le premier truc qu'il faut repérer, quand vous avez une chaîne complexe, c'est est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des systèmes soumis à deux glisseurs ? Et vous avez vu que en modélisation plane, ça arrivera plus souvent, puisque notamment toutes les pivots, toutes les actions mécaniques transmissibles par des pivots seront modélisables par des glisseurs. Voilà, donc première étape, c'est est-ce que je peux faire de la modélisation plane ? Oui, non. Si la réponse est oui, il faut à ce moment-là simplifier tous vos torseurs d'actions mécaniques transmissibles par des liaisons. Et là, repérer du coup où est-ce qu'il y a des glisseurs. Ben là, dans mon système, si je regarde, où est-ce que j'ai des glisseurs ? J'ai des glisseurs ici, puisque même en 3D, la sphérique en A, c'est un glisseur, on l'a vu juste avant. Et j'ai un glisseur à ce niveau-là. Est-ce que j'ai d'autres glisseurs ? Oui. Ma force FP, c'est un glisseur aussi. Donc là, j'ai surligné en violet toutes les actions mécaniques qui sont modélisables par des glisseurs. Alors, action mécanique pour FP et liaison dont l'action mécanique correspondante est un glisseur. Ok, donc là, première question, est-ce que j'ai un système soumis à deux glisseurs ? Ben oui, on en a parlé dans la vidéo d'avant, je vois que j'ai le solide 2. Donc déjà, un premier truc que vous pouvez faire, si vous repérez des systèmes soumis à deux glisseurs, première étape, quasiment sans réfléchir, c'est on isole 2. Voilà, on utilise le théorème du système soumis à deux glisseurs. Donc système avec deux glisseurs. Et ça va nous donner une information qui n'est pas complète. Je ne sais pas tout sur l'action mécanique de la sphérique en A et de la sphérique en B, mais j'ai une information notamment de direction. Je connais la direction de mes forces, et je sais en plus qu'elles ont un sens opposé et la même norme. Donc j'ai pas l'information complète sur la sphérique, encore une fois. Je vous renvoie à ce qu'on a fait dans le poly, j'ai pas dû l'effacer. Voilà, le fait de savoir que mon solide 2 est soumis à deux glisseurs, ça correspond à ce problème-là, le cas qu'on est en train de traiter dans le cours, ça fait que je peux écrire directement tout ce que j'ai écrit en rouge. Et en particulier, du coup, je connais la droite support de ma force et je connais la direction. Alors je connais pas le sens, mais je sais que les deux sens sont opposés. Donc j'ai déjà pas mal d'informations. Le seul truc qui me manque, qu'il faut que je détermine maintenant, c'est que vaut Y12 ou Y32. Si je trouve ce que vaut Y12 ou Y32, je connaîtrai entièrement mon action mécanique. Donc j'ai une information qui est parcellaire. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est avoir un petit code symbolique. Alors il n'y a rien de normalisé, donc prenez le code qui vous va, mais un petit code symbolique. Moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des carrés. Donc j'isole 2, j'utilise le théorème du système soumis à deux glisseurs, et du coup maintenant j'ai une information à ce niveau-là, qui est une information qui n'est pas complète. J'ai une information de direction, mais j'ai pas une information de valeur, on va dire ça comme ça. Ok, donc ça c'est le premier truc à repérer, c'est est-ce que... Donc on isole 2, on peut appliquer le théorème soumis à deux glisseurs, et du coup on sait qu'on peut avoir une information de direction au niveau des actions mécaniques entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Ok. Donc ça c'est le premier truc quasiment à faire. Ensuite, la deuxième étape, alors hop, je vais juste remettre mes petits carrés pour dire que là j'ai mes informations de direction maintenant, je le sais, c'est de réfléchir à des isolements, donc là avec un raisonnement un peu analogue à ce qu'on a fait précédemment, pour faire apparaître ce qu'on veut. Donc là qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la relation entre le couple moteur, donc nous ce qu'on veut, c'est une relation entre le couple moteur et la force associée à la pression Fp. Ok, alors,
là, maintenant, il faut commencer à réfléchir avec des raisonnements un petit peu analogues à ce qu'on a fait tout à l'heure. Il va falloir, vu qu'on cherche une relation qui fait apparaître le couple moteur et FP, à un moment ou à un autre, il faudra nécessairement que j'isole avec une frontière d'isolement qui passe entre 0 et 1. Ça me permettra de faire apparaître mon couple moteur dans ce que je cherche. Ok, donc a priori, je peux me dire, tiens, je peux isoler quelque chose pour essayer de faire apparaître mon couple moteur. Ok. À un moment, on sait qu'on devra aussi isoler quelque chose pour couper entre 0 et 3 de façon à faire apparaître cette fois-ci, alors peut-être mettre des couleurs, donc à faire apparaître FP, et tout à l'heure je voulais faire apparaître le couple moteur. Une première idée, ça serait de se dire, ce qui serait super, ça serait en un seul isolement de trouver la relation entre le couple moteur et la force de pression, et la force associée à la pression. Si en un seul isolement j'arrive à trouver avec une ou deux équations du PFD, tout ça, c'est gagné. Alors je peux réfléchir à ça. Donc du coup, je vais tout faire en bleu pour l'instant pour réfléchir. Je peux raisonner sur un isolement qui me permettrait de trouver directement CM et FP. Donc là, ce qui est sûr, c'est que mon isolement, il doit couper forcément entre 0 et 1 et forcément entre 0 et 3. Ok. Donc maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Une première idée, ça pourrait être de faire ça. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Non, bien joué, parce que j'ai pas le droit d'isoler le bâti. Attention, là, encore une fois, j'ai bien le symbole du bâti. Donc ça, j'ai pas le droit de le faire. Une deuxième idée, ça pourrait être d'isoler 1 plus 2 plus 3. Ok, pourquoi pas ? Alors on va commencer peut-être à réfléchir là-dessus. Alors, toute cette démarche d'isolement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir suffisamment de maturité en statique pour ne pas avoir à poser les calculs tout en pouvant réfléchir à quel inconnu de liaison je vais faire apparaître. C'est pour ça que c'est important au début d'avoir fait quand même 2-3 exercices de façon un peu systématique pour essayer de comprendre dans mes différentes équations quelles sont les composantes qui vont apparaître. Alors là, du coup, si j'isole 1 plus 2 plus 3 et que je fais mon inventaire des actions mécaniques, qu'est-ce que je vais faire apparaître ? Je vais faire apparaître ma pivot, l'action mécanique entre 0 et 1 et l'action mécanique entre 0 et 3. Alors, ce que je peux noter, c'est que là, j'ai une pivot d'axe OZ0, et là, j'ai une pivot glissant d'axe CY0. Ça veut dire, si vous réfléchissez 2 minutes, alors je vais peut-être prendre le schéma cinématique à côté, pour vous aider. Encore une fois, le graphe de structure est très complémentaire du schéma cinématique pour raisonner. Alors, si je pense en termes de degrés de liberté, on a dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était d'utiliser des degrés de liberté de liaison pour ne pas faire apparaître des inconnus au niveau de nos torseurs de liaison. Là, entre 0 et 1, j'ai une pivot d'axe OZ0. C'est la pivot qui est à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le degré de liberté, si je veux utiliser le 0 de mon torseur, là, mon torseur associé à ma pivot, il va ressembler à du x, y, z. Alors, je l'écris très très mal. C'est suivant z. LM0. Je ne mets pas tout le formalisme, c'est juste pour vous dire au niveau du point O. Allez, on met quand même tout le formalisme, soyons fous. Donc là, ce qui serait intéressant, ça serait d'écrire le théorème du moment au point O, projeté suivant Z0. Comme ça me permettrait d'utiliser ce 0 de mon torseur. Alors ça, c'est sympa parce qu'effectivement, ça va me faire apparaître mon couple moteur, puisque mon couple moteur, il est aussi porté par Z0. Par contre, ma force de pression, si vous reprenez votre paramétrage, la force de pression, si je m'amuse à la redessiner dans mon système, elle était comme ceci. Donc par conséquent, cette force de pression, elle ne va pas générer de moment au point O suivant Z, puisque, encore une fois, le point O, il appartient à la droite support. Donc ça veut dire que cette équation, déjà, elle me fera apparaître certes CM, mais elle ne me fera pas apparaître FP. Bon, c'est pas hyper intéressant. Et en plus, ma pivot glissant d'axe CY0, cette pivot glissant, là, si je m'amuse à réécrire le torseur, pareil, donc à quoi il va ressembler ? Il va ressembler à quelque chose de la forme. Donc c'est quoi ? C'est CY0, donc X0Z, L0N, au point, on va y réfléchir, dans la base B0. Alors a priori, vu qu'on a une pivot glissante d'axe CY0, on pourrait se dire au point C. Mais si on est malin, on se rend compte au passage
que l'axe CY0, bah, il passe aussi par le point O. Bon, donc tant qu'à y être, au lieu de l'exprimer au point C, ce torseur, si j'ai le choix, je vais plutôt l'exprimer au niveau du point O. Comme ça, j'ai tous mes torseurs exprimés au même point. Petite remarque en passant. Ok, bah là, ce qu'on voit, c'est que si on écrit le théorème du moment au point O projeté suivant Z0, bah non seulement je ne fais pas apparaître FP, mais par contre, je vais faire apparaître N. N, du coup, de 0 sur 3. Bon, bah ça, c'est pas top, parce que ce N, il va falloir que je le fasse disparaître à un autre moment. Bon, comment est-ce que je peux le faire disparaître? Bah, a priori, je vous laisse y réfléchir, mais avec cet isolement tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Il faudra forcément que j'isole autre chose. Bon, là, on sent que cet isolement, il n'a pas l'air d'être si évident que ça. Et de même, pour faire apparaître FP, on peut y réfléchir. Ce qui serait intéressant, là, cette fois-ci, ce serait d'utiliser en fait le théorème de la résultante statique projetée sur Y0, donc pour faire apparaître cette fois-ci FP. Donc FP, hein, c'est un glisseur dont la résultante est portée par Y0, et là on voit que si on utilise le théorème de la résultante suivant Y0, on tombe bien sur un degré de liberté de la pivot glissant. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais pas de bol, bah là on tombe pas sur un degré de liberté de notre liaison pivot. Bon, donc là encore, on va faire apparaître une inconnue de liaison, et là encore, au passage, on va pas faire apparaître notre couple CM, hein, puisque par définition, vu que c'est un torseur couple, la résultante est nulle. Bon, donc là, ce qu'on est en train de sentir, c'est qu'isoler 1 plus 2 plus 3, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça. Ok. Alors, en plus, j'ai un autre argument pour essayer de vous convaincre que, a priori, c'est pas malin. Juste avant, on a isolé 2. Et on a vu qu'on avait une information qui pouvait être potentiellement intéressante au niveau de la liaison entre 1 et 2 ou entre 2 et 3. Donc moi, ça me donne plutôt envie d'essayer d'avoir une information complète. J'ai quasiment une information complète sur ce qui se passe entre 1 et 2. Il me reste plus qu'à déterminer là Y12 ou Y32. Donc, a priori, moi je suis plutôt tenté d'essayer d'isoler de façon à couper entre 1 et 2 ou entre 2 et 3. Ok. Bon, je vais faire un peu le ménage sur mon graphe de structure, et du coup, on va réfléchir à ça. Je refais. Là, j'ai mon petit carré. Là, j'ai mon petit carré. Ok. Bon, on vient de voir que ça avait l'air d'être compliqué de faire apparaître en même temps CM et FP. Donc déjà, je vous propose d'essayer de trouver une équation qui fait apparaître CM. Ok. Donc j'aimerais bien faire apparaître CM. D'accord. Donc ça, on a dit, du coup, juste avant, qu'a priori, ça nous imposait forcément qu'on devait isoler à ce niveau-là. Et j'aimerais bien, du coup, aussi récupérer une information au niveau de mes petits carrés. Comme ça, pour avoir une information complète. Alors là, j'ai le choix. Soit j'isole juste 1. Du coup, là, je passe bien par mon petit carré. Soit j'isole 1 plus 2. Les deux marchent. Il n'y a pas vraiment d'argument pour l'un ou pour l'autre. C'est le même genre de problème, hein, puisqu'au final, entre ce qui se passe en A et ce qui se passe en B, c'est quasiment la même chose. Hein. Je vous renvoie à mon petit schéma cinématique. C'est juste une question de sens. Alors je vous propose d'isoler que 1 pour fixer les idées. Ok, on isole 1. Alors maintenant on va réfléchir, mais on a quasiment tout fait. Là on a dit que ce torseur-là, on pouvait l'écrire sous la forme x, y, z, l, m, 0 au point O dans la base z0. Ok. Le torseur à ce niveau-là, on peut l'écrire sous la forme, donc c'est un torseur couple. Alors là je fais du coup... ce que je suis en train d'écrire, c'est en fait l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Là, je suis en train de faire mon inventaire des actions mécaniques extérieures. Donc ce torseur-là, c'est un torseur couple, donc on a du 0, 0, 0, 0, C en n'importe quel point, mais tant qu'à y être, on va se mettre au niveau du point O pour pouvoir utiliser encore une fois ce degré de liberté. Et la sphérique en A, le torseur, je ne vais pas le réécrire parce que manque de place, mais j'ai l'information ici, sur la page de gauche. Ok, attention, cette fois-ci, je suis dans la base 2. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien, à la limite, ça serait du coup donc d'avoir une information complète sur la sphérique en A. Donc on aimerait bien pouvoir déterminer Y12, qui est égal à plus ou moins Y32. Ok. Par contre, ce qu'on aimerait bien ne pas faire apparaître, c'est d'action mécanique au niveau de la pivot. Bon, bah en fait, la solution, elle est toute trouvée, là. On n'a pas vraiment le choix.
Ce qu'on veut, c'est encore une fois utiliser ce degré de liberté. Donc vu qu'on veut utiliser ce degré de liberté, la seule chose qu'on peut faire, donc faire l'inventaire des actions mécaniques, c'est utiliser le théorème du moment statique en haut, projeté sur Z0. Et ça, je vous laisse vous convaincre que ça va bien me donner une relation entre Cm, puisqu'effectivement, Cm au point O, c'est bien le moment suivant Z0. Et je vous laisse vous convaincre que l'action mécanique de 1 sur 2, qui est représentée par cette flèche-là, elle me génère bien un moment au niveau du point O, porté par Z0. Vous pouvez faire le petit calcul de produit vectoriel, ou là encore raisonner avec le bras de levier, etc. Donc là, ce que je sais, c'est que je vais bien effectivement trouver une fonction qui va me donner une relation, on va dire, ce que je peux écrire sous la forme fonction de Cm et Y12, qui est égale à 0. Okay, donc je peux encore l'écrire un peu différemment, je peux dire que Y12, je vais pouvoir exprimer ça sous la forme de Y12, c'est égal à une fonction que je vais appeler G, par exemple, de Cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Y12, en gros l'action mécanique entre 1 et 2, je la connais complètement, puisque je connaissais déjà la direction, je savais qu'il n'y avait qu'une composante suivant Y12. Attention, je vous rappelle que le torseur ici, il est écrit dans la base 2, juste pour rappel. Ok. Donc, je connais complètement Y12 en fonction du chargement. Donc maintenant, je connais parfaitement cette action mécanique en fonction du chargement. Donc ça, qu'est-ce que j'en fais? Alors ce que j'en fais, moi, personnellement, d'un point de vue symbolique, c'est que dans mon graphe de structure, je vais rajouter une petite croix dans ma liaison. Ok. Je rajoute une petite croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement là j'avais une information de direction sur mon glisseur, mais en plus maintenant j'ai une information complète. Je connais parfaitement ce torseur d'action mécanique en fonction du chargement. Et d'après le théorème des actions réciproques, d'après le théorème des actions réciproques, je le connais aussi du coup parfaitement dans l'action mécanique entre 3 et 2. Puisque je sais, c'est marqué ici, que l'action mécanique de 3 par rapport à 2, c'est moins le torseur d'action mécanique de 1 par rapport à 2. Donc du coup, je connais parfaitement cette action mécanique aussi. Ok. Petite remarque, donc pour l'instant, on a écrit juste un système soumis à deux glisseurs, donc il n'y avait pas de calcul. Vous pouvez directement annoncer le résultat, ce qu'on a fait là dans le poly qui est à gauche. Et après, on a juste isolé 1 et écrit une seule équation, le théorème du moment statique suivant Z0. Et là, on a déjà beaucoup avancé. Et maintenant, dernière étape, il va falloir trouver une relation qui nous lie, donc soit Cm, on a vu que c'était compliqué, oula, qu'est-ce que j'ai fait soit Cm, on a vu que c'était compliqué, soit l'une de ces deux actions mécaniques, parce que maintenant on les connaît complètement, en fonction de Fp. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Là encore, on va raisonner en termes d'isolement. Alors je vais refaire un petit peu le ménage. Tout ça je dégage, supprimer. Ok. Donc nous, là, ce qu'on veut, c'est une relation avec Fp. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir forcément, dans notre isolement, couper entre 0 et 3. Là, on n'a pas le choix. Ok, donc là, ça va forcément me faire apparaître le torseur d'action mécanique au niveau de la pivot glissant. Ok. Et après, j'ai le choix. On a vu qu'isoler 1, 2, 3, c'était pas forcément malin. Par contre, je peux isoler 3 ou 3 et 2, puisqu'à chaque fois, je vais couper au niveau d'une action mécanique que je connais complètement. Alors, je vous propose, par exemple, d'isoler que 3. Alors, si on isole 3, et qu'on fait notre inventaire des actions mécaniques. Alors, par manque de place, je refais pareil, je marque les torseurs à côté. Ma pivot glissant d'accès Y0, je l'avais écrit tout à l'heure, ça va être un torseur de la forme X0Z L0N au point C ou O, comme on veut, on va dire C par exemple, dans la base B0. Ok. Et la sphérique en B, ça correspond donc au torseur d'action mécanique de 3 sur 2, qui est écrit là à gauche. Et je vous rappelle que Y32, je le connais maintenant en fonction de Cm. C'est à ce niveau-là. Ok, donc là, en fait, si j'arrive à trouver une relation qui me lie directement Fp à ce qui se passe au niveau de ma sphérique en B, j'ai gagné. Mais ça serait bien que je ne fasse pas du tout apparaître d'inconnu de liaison au niveau de ma pivot glissant. Comment est-ce qu'on fait ça? Là encore, l'idée, c'est de repérer les zéros dans le torseur d'action mécanique au niveau de ma pivot glissant et de se dire quelle est l'équation du théorème de quelle est l'équation du principe fondamental de la statique qui me ferait apparaître à la fois du Fp,
à la fois du Y32 là, ou Y23, mais qui me permettrait d'utiliser ce 0 ou ce 0. Donc là, j'ai pas 15 000 possibilités, j'en ai que 2. Soit je vais utiliser ce 0 là. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que j'utilise le théorème du moment statique projeté sur Y0, vu que c'est la deuxième ligne et que je suis sur la base B0. Le truc, c'est que, encore une fois, on l'a vu juste avant, mon effort FP, que j'ai effacé entre-temps, mon effort FP, que je représentais à ce niveau-là, je vous laisse vous convaincre qu'il ne va pas générer de moment au point C. Donc en particulier, il va générer un moment nul au point C, donc la composante suivant Y0 va être nulle. Bon, bah ça, c'est pas super intéressant, parce que du coup, il va pas apparaître. Donc a priori, ce 0-là, le 0 de l'équation en moment, il n'a pas l'air d'être très intéressant. Par contre, on peut réfléchir à ce 0-là. Alors ce 0-là, il correspondrait à quoi? Il correspondrait au théorème de la résultante, vu que je m'intéresse cette fois-ci au vecteur résultante. Donc théorème de la résultante statique projeté sur la deuxième ligne, je suis dans la base B0, donc c'est le théorème de la résultante statique suivant Y0. Donc si on fait un TRS projeté suivant Y0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0, absolument, plus FP, puisqu'effectivement mon action mécanique associée à ma pression, elle est bien portée par Y0, plus du coup la projection alors, c'est quoi? C'est Y23. Donc j'ai Y23 porté par Y2, puisqu'attention, là je raisonnais dans la base 2, produit scalaire Y0, vu que je m'intéresse à la projection, au final, de ce torseur. Attention, le seul petit piège, c'est que là je raisonne dans la base B0, ici je raisonnais dans la base B2. Donc c'est pour ça que j'ai un produit scalaire qui traîne. Encore une fois, on a fait des produits scalaires plus compliqués que ça. Il faut juste faire une petite figure de changement de base. Et là, voilà, bien joué. Ce qu'on vient de faire, c'est que du coup, on a trouvé la relation qui nous permet de lier. Du coup, maintenant, on a FP qui va être égal à une fonction que je vais appeler petit h de Y23. Y23, on peut le relier à Y12, sans souci, ça. Je vous rappelle, on a Y23 qui est égal à moins Y32, un principe des actions réciproques. De même, on a Y12 qui est égal à moins Y21, le principe des actions réciproques. Et on a montré que Y12, c'était égal à moins Y32. Ça, c'était le théorème c'était le système soumis à deux glisseurs. Bon, donc avec toutes ces relations, on a du coup une relation entre FP et Y12. Oui, mais Y12, on a une relation entre Y12 et le couple moteur. Donc du coup, maintenant, j'ai une relation entre FP et le couple moteur. Juste, si on réfléchit, ça nous a pris combien d'équations? On va dire que le théorème d'un système soumis à deux glisseurs, tout ça, on va dire que c'est quand même une équation parce qu'il faut écrire le résultat. Ok. Bon, il n'y a pas de calcul, mais il faut quand même penser à écrire le résultat. Bon, donc on isole 2, théorème du système soumis à deux glisseurs. On isole 1 et juste une équation, théorème du moment statique en haut, projeté par Z0. Puis on isole 3 et théorème de la résultante statique suivant Y0. Point, on a 3 équations. Et avec ces 3 équations, on a fini le problème. Je vous rappelle que si vous avez traité entièrement l'exercice de la question 2, sinon vous avez le corrigé, on a écrit 18 équations. Je pense que vous voyez le gain de temps une fois qu'on sent un peu les équations à écrire assez rapidement. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode, elle va vous demander beaucoup plus de réflexion avant de vous lancer dans le calcul. L'idée en statique, c'est on se lance dans le calcul qu'une fois qu'on est sûr de sa stratégie. Vous pouvez noter, globalement, tout ce que j'ai fait à ce niveau-là, j'ai écrit 0 calcul en fait. Je sais juste que mon théorème me fera apparaître, quand j'aurai fait les calculs, une fonction entre CM et Y2. Je sais que mon théorème de la résultante me fera apparaître une relation entre FP et Y23. J'ai pas mené le calcul, mais je sais où va aller mon calcul. Je sais que je vais aboutir. Et en fait, je vais être très honnête avec vous, la chose la plus dure qu'on vous demandera en SI des 2 années qui viennent, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, à partir d'un problème de statique,
si vous n'êtes pas trop guidé, c'est de vous demander quelle est la démarche de résolution que vous allez faire. Donc quand on veut la démarche de résolution, ce qu'on va vous demander, c'est à chaque fois d'écrire en gros ce que j'ai fait là. C'est qu'est-ce que j'isole, quel théorème, alors faire l'inventaire des actions mécaniques rapidement, quel théorème j'écris. Alors le théorème, ça peut être aussi le théorème d'un système soumis à deux glisseurs, par exemple. Et à partir de là, j'obtiens une relation entre quoi et quoi. Quel inconnu et quel chargement, par exemple. Et donc vous faites ça pour vos différentes équations, et à la fin, vous pouvez dire, ok, donc c'est bon, maintenant, avec les 3 ou 4 relations que j'ai trouvées, je sais que je peux déterminer une relation entre là, CM et FP. Mais en fait, on aurait pu faire ça entre n'importe quoi et n'importe quoi. Donc pour une chaîne fermée, je pense que vous avez vu que c'est quand même un petit peu plus touchy que pour une chaîne ouverte. Voilà. Mais alors du coup, en termes d'indices, de choses à utiliser, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, faire de la modélisation plane si on peut faire de la modélisation plane. L'intérêt, c'est que typiquement, cette pivot-là, l'intérêt, c'est que si je fais de la modélisation plane, là j'ai un glisseur, là j'ai un glisseur, là j'ai un glisseur, et là j'ai un glisseur aussi, puisque ma pivot va devenir, ma pivot avec un axe normal au plan, va pouvoir être modélisable par un glisseur en modélisation plane. Donc si vous faites de la modélisation plane, vous augmentez les chances, entre guillemets, de trouver des systèmes soumis à deux glisseurs. Ok. Si vous ne pouvez pas faire de modélisation plane, vous ne faites pas de modélisation plane. Deuxième étape, commencez par isoler les systèmes soumis à deux glisseurs. Donc les repérer. C'est pas toujours aussi évident que ça. Là encore une fois, c'est facile parce que c'est un seul solide, mais parfois on aura des isolements plus ou moins tordus avec 1, 2, 3 solides qui globalement seront soumis qu'à deux glisseurs. Donc il faut apprendre à les repérer. Petite remarque, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, pour qu'un système soit soumis à deux glisseurs, il faut déjà qu'il soit soumis qu'à deux actions mécaniques. Donc là, au coup d'œil dans ce problème, 1 n'est pas soumis à deux glisseurs. J'ai même pas besoin de réfléchir, j'ai 3 actions mécaniques. 3 n'est pas soumis à deux glisseurs. Et je vous laisse vous convaincre que quel que soit l'isolement que je fais, à chaque fois, j'ai plus de 2 actions mécaniques. Donc le seul isolement possible, ici qui était soumis qu'à 2 actions mécaniques, c'était 2. Et coup de bol, c'est des glisseurs. Ok. Ensuite, l'idée, ça va être donc d'isoler des choses. Je disais, utiliser le système soumis à deux glisseurs pour, en fait, trouver des endroits où vous allez avoir, au final, des informations partielles sur vos actions mécaniques, notamment des informations de direction. Et après, le but du jeu, ça va être de compléter les informations. Vous savez que vous cherchez une relation entre CM et FP. En général, ce que vous cherchez, c'est intéressant de mettre un petit symbole. Voilà. Par exemple, je sais que je cherche une relation entre mes triangles. Et je sais qu'avec mon système soumis à deux glisseurs, ça peut être intéressant de passer par là où j'ai mis des carrés. Donc vu que je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de l'action mécanique CM, forcément je dois couper à ce niveau-là. A priori, ça pourrait être intéressant d'essayer de compléter l'information que j'ai sur mes carrés, donc je vous propose cet isolement. Et après, ce qui est important, c'est l'étape d'après, c'est d'utiliser les équations du PFS sur les degrés de liberté des liaisons. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait précédemment. Le but du jeu, c'est d'essayer au minimum de faire apparaître un minimum d'inconnus de liaison. Donc là, quand je fais mon inventaire des actions mécaniques, j'ai ma pivot, ok, mon couple moteur, ok, ma sphérique en A, ok. Le couple moteur et la sphérique en A, j'aimerais bien les faire apparaître. Par contre, je ne veux pas faire apparaître ma pivot. Pour ne pas faire apparaître ma pivot, il faut que j'utilise l'équation du principe fondamental de la statique qui utilise le degré de liberté, en gros qui correspond, c'est ce qu'on a fait slide d'avant, je l'ai effacé entre temps, mais en gros qui va me permettre de faire apparaître les zéros dans mes torseurs d'action mécanique transmissibles par mes liaisons. Donc là en l'occurrence pour une pivot d'axe OZ0, j'ai pas trop le choix, ce sera forcément un TMS en haut suivant Z0. Ok, et quand du coup à partir de là vous avez du coup déterminé une information complète sur les actions mécaniques dont vous aviez déjà des informations partielles grâce au théorème du système soumis à deux glisseurs, je vous invite à rajouter une croix dans votre carré. Comme ça, vous savez que maintenant, vous avez le droit d'utiliser au final, c'est plus une inconnue ce qui se passe au niveau de la sphérique en A. Vous connaissez entièrement cette action mécanique en fonction du chargement. Ce n'est plus une inconnue. Donc de même en B,
au passage, hein, théorème du système soumis à deux glisseurs, au signe près c'est la même chose. Et après, même raisonnement, là maintenant j'aimerais bien faire apparaître FP dans ma relation, donc ça veut dire qu'il va falloir forcément que j'isole. Donc si je raisonne en termes d'isolement, j'ai commencé par isoler 2, puis 1. Et après, donc là du coup pas trop le choix, je vais devoir isoler 3. Alors 3 ou 3 plus 2, hein, ça aurait marché aussi. L'idée étant, là encore, quand je fais mon inventaire des actions mécaniques, je vais juste passer par mes carrés et mes triangles. Quand je fais l'inventaire de mes actions mécaniques, le triangle, je veux le faire apparaître. Le carré, je veux le faire apparaître parce que caché à l'intérieur du carré, j'ai une fonction de mon couple moteur, hein, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, je ne veux pas faire apparaître de pivot glissant. Donc là encore, il va falloir que j'utilise un degré de liberté de ma liaison pivot glissant pour ne pas faire apparaître d'inconnu de liaison. C'est ce qu'on a fait sur le SAID à ce niveau-là, avec donc le théorème de la résultante statique suivant y0 qui me permettait d'utiliser ce 0-là. Et du coup, maintenant c'est bon, j'ai gagné. J'ai une relation entre FP et CM. Je vous en ai remis une deuxième couche un peu plus synthétique, parce que c'est pas facile et qu'il faut comprendre la mécanique. Alors, le cours est assez dense. Je vous invite à essayer. Est-ce qu'on va le faire ensemble ou pas directement? J'ai plus les questions en tête. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant à essayer de répondre à la question 5. Aurait-on pu deviner les isolements et les équations utiles à écrire sans avoir à déterminer les 6 équations pour les 2 isolements? En fait, la question 5 du TD3, c'est grosso modo proposer une stratégie de résolution. Alors, c'est un petit peu plus facile à faire a posteriori, hein, puisqu'on sait les équations qu'on a utilisées. Mais essayez de reconstruire le raisonnement. Voilà, vous avez votre graphe de structure, vous avez le schéma cinématique, et essayez de faire un peu le raisonnement qu'on vient de faire là. C'est un bon exercice. Attention à l'hélicoïdal, réfléchissez bien à quels sont les degrés, plutôt le degré de liberté de l'hélicoïdal. C'est un petit peu plus technique. Et on va attaquer après la question, le TD4. Vous avez le droit d'essayer de le chercher un petit peu avant de regarder la vidéo de corriger. C'est un petit peu plus guidé que ce qu'on vient de faire là, mais c'est quand même pas extrêmement guidé. Voilà, là on est dans un niveau intermédiaire de difficulté d'exercice. Mais encore une fois, hein, j'insiste, ça c'est clairement la chose la plus dure qu'on vous demandera des 2 années au concours. Proposez une stratégie de résolution dans un problème de statique. Si vous arrivez à faire ça, c'est jackpot. Si vous tombez sur un exercice de statique où on vous demande une démarche de résolution et que vous la trouvez, je pense sans trop me mouiller que vous êtes dans les 5% des candidats qui l'auront trouvé. Donc, si vous comprenez un peu la mécanique qu'il faut mettre en place, et que, alors ça, il n'y a pas de secret, il faudra faire pas mal d'exercices de statique pour comprendre un peu les astuces. Après, il y a des grands classiques. Si vous avez cette question et que vous voyez au bout de quelques minutes, en gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment jackpot. Bon, allez, on va s'arrêter là pour le cours. Et du coup, je vous encourage à réfléchir à la question 5 du TD3. Et vous pouvez réfléchir au TD4 qu'on va corriger en vidéo, mais ça ne vous empêche pas d'y réfléchir déjà dans un premier temps dans votre coin. Et je vous dis du coup, à bientôt!